Les souvenirs des paysages et tout ça, ça s'efface un petit peu dans le temps. Par contre, c'est vrai que les rencontres, ça, on s'en souvient et je pense qu'on s'en souviendra tout le temps. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose en fait. On n'est jamais au-dessus de quelqu'un, on n'est jamais en dessous de quelqu'un, on a tous des choses à s'apprendre les uns les autres. Et même en discutant avec les autres, on peut avoir un autre point de vue qui va nous faire réfléchir au nôtre en fait. C'est bien d'avoir des certitudes, mais faut aussi les remettre en question de temps en temps en discutant avec les gens. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Salut Guillaume, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Avant de te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vas? Est-ce que tu as passé une belle journée aujourd'hui? Bah écoute, oui, ça va très bien. Une belle journée avec du soleil après beaucoup de jours de pluie, ça fait du bien. Ouais, t'es en vacances actuellement ou... Oui, enfin pour quelques jours avec les ponts de mai, là, 8-9 Ah ok, mai, ok. on a pris le vendredi, ça fait 5 jours de congé. Ok. Tu parles en on, c'est habituel chez toi ou? Non, mais c'est que j'inclus ma copine dedans, Ok, donc on est tous les deux à avoir posé 5 jours. C'est pour ça que je dis on. ok, d'accord. Eh ben écoute, trop bien. Donc vous avez rien prévu pour ce pont de mai? Se reposer, profiter du soleil, aller à la plage et puis voilà, recharger les batteries. Ok, bah écoute, trop bien. Est-ce que t'es un peu familier avec le podcast? T'en écoutes parfois ou c'est quelque chose de Alors, nouveau pour toi? oui, j'en écoute, parfois. Après, c'est pas une habitude chez moi, mais par contre, c'est la première fois que je participe à un podcast, Ouais, pardon, donc c'est la première fois que quelqu'un t'enregistre ou carrément un podcast? les 2. Ok, t'as jamais fait de radio ou de... Non, du Ok. tout, du tout, du tout. C'est quelque chose qui te stresse? Enfin, tu ressens une gêne ou t'es naturel? Non, ça va, pour l'instant, ça se passe bien et je pense que ça ira. Ok, bah écoute, j'espère que le podcast va bien se passer, qu'on va apprendre plein de choses. Moi, je te remercie de nouveau d'avoir accepté. Bah, de rien. T'as pas non plus hésité à dire oui. Tu es ingénieur structure, d'après Tout à mes fait, recherches. tout à fait. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus, à savoir qui tu es, d'où viens-tu, et quel est un peu ton parcours scolaire? OK, donc je m'appelle, Guillaume Amarbelli, j'ai 30 ans depuis le 1er avril, jeune trentenaire. Je viens de Vendée. Et j'ai déménagé dans le sud en 2018. J'ai trouvé mon stage de fin d'études, justement au bureau d'études structure à Montpellier. Et depuis, j'y suis, donc depuis 6 ans maintenant. Avant d'en arriver là, à ce métier, j'ai fait des études du coup, lycée, classique, Classique. voilà, seconde, générale, terminale, enfin première et terminale S. Ok. Après je me suis essayé à une année de médecine. Ah ok. Intéressant. Voilà, donc parce qu'à la base, c'était pas vraiment une vocation pour moi de partir dans ce métier. Le métier d'ingénieur structure? Tout à fait. Ok. J'étais plus intéressé par, tout ce qui était, kiné et médecine générale. Ah oui, donc rien à voir avec l'ingénierie structure. Rien à voir. Donc j'ai fait une année de médecine, j'ai raté. Ok. Après du coup, j'ai décidé de plutôt m'orienter vers une autre voie complètement différente. J'étais un petit peu perdu et puis après j'ai fait un DUT, génie civil. Ok. Et t'as pas voulu réessayer une seconde année? Parce que souvent, ceux qui Ouais. échouent, entre guillemets, la première, Non, j'ai préféré tout de suite partir dans autre chose, parce que c'était trop compliqué ou les études t'allaient pas peut-être? ouais, ça m'allait pas forcément. Puis pour des raisons diverses, Ok. j'ai préféré arrêter au bout d'une année. Et du coup, après, j'ai trouvé un DUT génie civil à Saint-Nazaire, Ok. en Loire-Atlantique, donc pendant 2 ans. Saint-Nazaire, c'est bien là où ils font les bateaux, c'est ça? Tout à fait, ouais. Ok. Il y a un grand port là, où ils ont fait le Queen Mary, Ouais. justement. Donc ça m'a bien plu. Et comme j'étais dans les premiers de ma promo, j'ai eu l'opportunité de continuer en école d'ingénieur. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai intégré l'INSA de Rennes, Ok. donc pour troisième année, quatrième, cinquième année du cycle ingénieur. Ouais, ouais. Et j'ai été diplômé du coup en 2018. Ok, d'accord. Donc tu as 30 ans. T'as, t'as, t'as toujours travaillé en tant qu'ingénieur structure, du coup? Oui, depuis Donc le début. directement après ton stage? Ouais, tout à fait. Depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai Ok. toujours été à ce poste. Ouais. Et pourquoi t'as switché entre la médecine et l'ingénierie structure?
enfin, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es orienté plus vers la... Et ben, après, quand j'ai vu que la médecine n'était pas forcément une possibilité pour moi, ben, j'ai essayé de réfléchir à ce qui m'intéressait. Et après, tout ce qui tournait autour de l'architecture me passionnait aussi. Ok. Donc, C'est quoi qui te passionnait? C'est le fait de faire des calculs, du coup, ou plus et ben non, de dessiner, d'avoir un... de base, c'était plus les bâtiments, les ponts, les ouvrages d'art en tant que tels. Je trouvais ça plutôt impressionnant. Pas forcément la beauté des styles architecturaux et tout ça, mais c'est vrai que c'était, par exemple, certains viaducs, des ouvrages monumentaux. Ça me passionnait. Je me disais que c'était assez fou quand même de faire des choses comme Ouais. ça. Tu te demandais un peu comment ça pouvait tenir Ouais, c'est avec ça, autant d'efforts et de contraintes, quoi. tout à fait. Et c'est plus cet aspect-là, du coup, technique de la construction qui m'a fait naturellement aller vers le métier d'ingénieur structure. Ok, d'accord. Donc c'était pas forcément un choix du cœur, mais par contre, tu avais toujours ce petit truc qui te disait, en fait, C'est ça, j'aime bien ça, quoi. tout à fait, ouais. Puis j'ai toujours été un grand admirateur de Léonard de Vinci, tout ça, qui était très ingénieux Ok, dans sa manière de faire. Et du coup, je me suis dit ok. que ça pouvait être une possibilité. D'accord, ok. Eh ben, écoute, super. Et tu parlais aussi de la médecine, tu voulais être kiné. Oui. Ça avait un rapport avec... Enfin, pourquoi kiné? Pourquoi tu avais quelqu'un dans ta famille qui était kiné et tu voulais Non, suivre sa non, trace pas ou... du tout. C'est que c'était un métier comme ça. Au lycée, c'est difficile de trouver sa Ouais, voie, ouais, surtout en seconde. Quand on nous demande de faire des choix, ouais, on est encore tout jeune. ouais. Je pense que c'est un peu dur pour tout le monde. Mais même après, Et on même sait après, toujours pas quel oui. métier on veut faire. C'est Donc, ça, ouais. Donc c'était comme ça la première idée qui m'est venue, entre guillemets, et mon ok, ok. Je premier sais que ressenti. maintenant, il me semble que t'es pas obligé de passer par médecine pour faire kiné. Non, en fait, tu peux faire une prépa, Ouais, enfin une année de prépa pour passer le concours. Et, ouais. Et puis, je crois que tu peux aussi faire kiné, alors, il me semble en Espagne ou en Belgique aussi, et ensuite oui, récupérer et oui, avoir des équivalences en France. tout à fait. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, si jamais ça te tente, tu peux encore changer de voie. Oui, oui, si Tu n'as un que jour, 30 ans. oui, un jour peut-être. Je sais pas. On sait Et pas de quoi fait l'avenir. le 1er avril, c'est vraiment ta date d'anniversaire? C'est vraiment ma date d'anniversaire, ouais. Ok. C'est pas une blague, ouais. Donc, Ok, ben, super. Une question sur un peu comment tu étais quand tu étais jeune, donc avant tes études sup. T'étais plutôt quelqu'un de curieux, de timide, de sportif, de... alors de sportif, parce que j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du basket pendant 14 ans. Ah ouais? Ouais. Donc, Ok. Pourtant, t'es pas très très grand. ça va quand même, Non, hein. je plaisante. Tu fais combien? Un 80, un 90, Je fais 95? 1m92. Ok. Donc ça aide pas mal pour le basket. Donc ouais, le sport, ça a été toujours très important pour moi, surtout bah, dans mes années collège-lycée. T'étais assez compétiteur ou Oui, plutôt... Ouais. ouais, tout à fait. Et Ouais. tu l'es toujours du coup Oui, c'est quelque chose, je pense, qu'on a en soi ou ouais, qu'on ouais. n'a pas. Mais justement, le basket, ça m'a appris plein de choses aussi sur l'état d'esprit, l'esprit d'équipe. Euh, et puis bah, le côté compétition, c'est vrai que Ouais, ouais. Et t'as arrêté en ce moment? Enfin, t'en fais plus? j'ai arrêté en fait quand j'ai commencé mes études supérieures. Donc depuis quelques années Ok. maintenant. Donc parce que pas le temps et t'as pas forcément envie d'y retourner aujourd'hui? En fait, j'aurais du mal à reprendre dans le sens où il y aurait plus vraiment la même Ouais. compétition qu'avant. Et Parce puis que aussi, t'étais peut-être avec tes potes et c'est enfin, il y ça. avait une espèce d'ambiance aussi sympa quand t'es jeune et Ouais, tu retrouves tes amis. tout à fait. Puis on a grandi, hein, on avait grandi ensemble pour faire du basket pendant de nombreuses années ensemble. Donc c'était en plus du sport, c'était aussi des valeurs amicales Ouais, qui se créent. ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu ce qu'on cherche aussi dans le sport co. C'est pas tant, enfin, c'est la compétition, oui, mais c'est aussi se retrouver après, euh, qui est très différent d'un sport solitaire. Oui, oui, après, là, du coup, le sport, je continue un peu et je fais un peu de course à pied. Donc, Ouais, pour le coup, un ouais, sport solitaire, mais c'est pas pareil. C'est vrai que ouais, ça nous permet peut-être de nous recentrer plus sur soi-même. Enfin, ça a d'autres avantages, ouais, mais ouais. c'est vrai que le sport collectif, ça m'a beaucoup appris aussi, même aujourd'hui dans ma vie. Mais j'ai l'impression que les gens de nos âges, mais en fait, ils font que des sports solitaires maintenant. Enfin, enfin, en tout cas, les gens que je connais, si j'y réfléchis, ils font pas de sport co
en foot ou quoi, ou rugby, ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas, soit parce que c'est peut-être, je sais pas, peut-être la mentalité a changé, ou qu'ils retrouvent pas certaines valeurs qu'ils cherchaient avant. Oui, peut-être. Et puis peut-être que vu que quand on a une activité professionnelle, on essaye de se trouver des moments, peut-être le midi, où on n'est pas forcément disponible comme on était disponible quand c'était jeune. Ouais, peut-être c'est peut-être un manque de temps aussi. Aussi, peut-être, d'emploi du temps. Ok. Donc ça, c'était le Guillaume, ou le Guillaume un peu jeune. Maintenant, Guillaume a 30 ans, donc il est ingénieur structure. Oui. Est-ce que tu pourrais me décrire ton métier? Parce qu'on dit, en tout cas, j'ai lu que si quelqu'un arrivait à te décrire son métier, c'est qu'il connaissait bien. Ok. Donc, est-ce que tu saurais m'expliquer ce que tu fais au quotidien? Alors, pour vulgariser pardon, un peu mon métier, je suis le lien entre l'architecture euh, et la finalité technique du projet, dans le sens où on travaille toujours en relation avec un architecte qui va avoir une idée à la base par rapport à un bâtiment qui répond à différentes contraintes d'un client, que ce soit des collectivités, que ce soit du privé ou du public. Et nous, on est là pour l'accompagner, pour lui dire ce qui est possible de faire techniquement pour que la structure tienne, en fait, tout simplement, et que le bâtiment soit réalisable. D'accord. Mais notre contrainte principale, c'est de toujours essayer au maximum de répondre à l'idée de l'architecte, en fait. Ok, Il ne d'accord. faut pas trop le contraindre, il faut l'accompagner pour... Ok. C'est un travail d'équipe. C'est ça, tout à Donc, fait. on en revient au côté collaboratif. Tout à fait. Donc, en fait, tu as un client qui va avoir une demande. Je sais pas, ça peut être un particulier, par exemple? Ça peut être un particulier, ça peut être public ou privé. Par exemple, on Ok. peut avoir une région qui a envie de construire un collège. Donc, il va faire un appel à concourir auprès d'équipes d'architectes. Les architectes vont monter une équipe de maîtrise d'œuvre. Ok. Donc, dedans, il y aura l'architecte, il y aura un bureau d'études structure, un bureau d'études fluides, thermiques et tout le reste, en fait, tous les lots techniques qui Ok. vont l'accompagner pour essayer de sortir le projet. D'accord, ok. Donc, une fois que l'architecte a été désigné comme lauréat, on commence la phase de conception où on va passer par différentes phases avant-projet sommaire, définitif, Ouais, etc., ouais, d'accord. jusqu'à arriver à la finalité du projet. Et à ce moment-là, on va pouvoir lancer le dossier d'appel d'offres où les Ok, entreprises vont répondre. d'accord. Et donc, en fait, toi, enfin, je parle de toi, mais tu es peut-être dans une agence, Oui, ou oui, oui, un BE. dans un bureau d'études. Ouais. Vous ne, c'est toujours l'architecte qui va récupérer cet appel d'offres et qui va le construire. Ou est-ce que vous, 90% vous du temps. pouvez aussi récupérer certains appels d'offres? Alors, 90% du temps, le mandataire de l'équipe, c'est l'architecte. C'est celui qui va faire le lien entre nous tous et qui va faire le lien direct avec le client. Ok, Ça peut arriver sur des sujets un peu plus pointus structurellement, par exemple, que nous, on le récupère et qu'on soit le mandataire de l'équipe et ok. qu'on se fasse accompagner d'un architecte, mais C'est rare, quoi. c'est plus rare. Ok, d'accord. C'est plus rare. Et tu me parlais tout à l'heure dans ton passé que tu étais un peu fasciné par tout ce qui est œuvres, bâtiments monumentaux, Mhm. viaducs notamment. Tu as déjà travaillé dans ce type de bâtiment? Alors, des ouvrages d'art, non, puisqu'en fait, moi, je suis plus dans le bâtiment. Alors, C'est vraiment... c'est quoi un ouvrage d'art et bâtiment? Alors, C'est quoi la différence, hein? Alors oui. Alors le bâtiment, tout ce qu'on appelle ouvrage d'art, c'est tout ce qui va tourner autour des ponts, des tunnels, euh, voilà. Mais ouais, rien à voir avec l'art. Ah oui, Un non. bâtiment peut être artistiquement Oui. beau, Ah oui, oui, tout à mais fait, c'est pas ouais. un ouvrage d'art. Non, ouais, ouais, Ok. tout à fait, ouais. Ouvrage d'art, c'est vraiment des ouvrages qui vont être construits pour des centaines ou Des d'années, milliers d'années. voilà, qui vont être un intérêt très important. Alors que les bâtiments, tout ce qui tourne au bâtiment, ça peut être aussi bien hospitalier, école, maison individuelle. Voilà, tout ça, c'est le secteur du bâtiment. Maison de retraite. Maison de retraite. Ok, ok. Euh, donc si je comprends bien, il y a l'architecte qui va récupérer l'appel d'offres, admettons, donc il va construire son équipe, Mm. donc il va faire appel à ton BE,
Admettons qu'il gagne, donc il est lauréat. C'est Oui. ça. Ensuite, quelle est ta mission? Donc l'architecte va commencer à dessiner un peu des idées qu'il a. Et ben, du coup, là, pour gagner la phase concours, l'architecte a déjà dessiné un projet qui va plaire au client et qui va du coup l'aider à gagner en fait ce concours. Une question, est-ce que le client regarde la structure même du bâtiment ou c'est vraiment une vision... Enfin, il y a des critères de choix. En phase Je sais pas concours, si tu sais, mais... en phase concours le client va regarder principalement deux choses. C'est l'enveloppe extérieure. Nous, on remet des notices techniques pour dire, expliquer comment on a vu la chose structurellement, mais c'est peut-être pas forcément ça qui va nous faire gagner. Ok. Et aussi le respect de l'enveloppe budgétaire qui est allouée au projet pour pas que si le client a un projet à 15 millions d'euros, si on présente un concours à 20 millions d'euros, Ouais. Ça va pas... Ça va pas c'est ça. Donc c'est les deux choses les plus importantes. Ouais. ok. Et qu'est-ce que tu recherches dans ce métier-là? En tout cas, peut-être avant ça, qu'est-ce que tu fais quotidiennement? Donc, je sais pas, tu vas récupérer le plan de l'architecte, tu fais une esquisse 2D, tu fais t'essaies de structurer le bâtiment, tu fais des plans de ferraillage, des trucs comme ça Alors les ou... plans de ferraillage, ça intervient vraiment en phase chantier dans la finalité du projet. D'accord, ok. En fait, l'architecte du coup va sortir des plans sur la base de son image concours. Et, et moi, je vais commencer dans un premier temps à travailler sous forme de minutes, on appelle ça. C'est-à-dire que je vais imprimer ces plans et je vais faire plein d'annotations dessus en disant, ben là, on va peut-être avoir un problème, il faudra peut-être rajouter un poteau ou faire peut-être autrement pour faire cheminer les charges d'une autre manière, qui vont lui donner des premières indications sur ce qui sera possible de faire ou pas dans la suite du projet, pour pas Ok. qu'il parte sur Ouais, dans des... tous les sens. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment la première phase, c'est d'essayer d'aiguiller au maximum l'architecte sur l'aspect technique en fait structurel du bâtiment. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà de... l'architecte a une idée un peu folle et tu lui dis non mais là c'est infaisable, si tu fais pas ça, ton truc il va jamais tenir. Est-ce que c'est une démarche que tu... Parce que tu parlais avant d'accompagner l'architecte, donc tu vas un peu toujours dans son sens, mais est-ce que parfois tu as vraiment des stops quoi, tu dis non. Ça fait partie du métier, hein. C'est aussi de savoir aussi raisonner l'architecte quand on voit que ça va pas forcément fonctionner. Après, on a de la chance de travailler. Enfin, personnellement, j'ai de la chance de travailler 70 ou 80% du temps avec des architectes qui techniquement, S'y connaissent? voilà, s'y Ouais. connaissent. Et pour moi, important de s'y connaître un peu dans tous les domaines pour être un bon architecte. Ouais, c'est Donc, pas, c'est pas des designers quoi, c'est pas des voilà, gens c'est qui ça, ont des idées folles. tout à fait. Ok. Donc, ils comprennent les contraintes de chacun et l'intègrent de manière générale au maximum à leur architecture. Après, effectivement, selon les architectes avec qui on travaille, ça peut être difficile de leur faire entendre certains points de vue parce qu'ils veulent garder une image que je comprends aussi. S'ils sont attachés, par exemple, à un parvis d'un bâtiment où il y aurait aucun poteau et que moi je leur dis il va falloir un poteau, je vais plutôt moi réfléchir en amont pour savoir comment je peux faire pour ne pas en mettre puisque je sais que c'est c'est très important pour lui. Ouais. Essayer de comprendre en fait dans l'architecture ce qui est important principalement pour l'architecte pour essayer de lui proposer des solutions techniques qui vont engendrer peut-être d'autres choses, mais qui vont moins l'impacter lui. Ouais, je comprends. Et par exemple, l'architecte, du coup, il a des contraintes ou une espèce de cahier des charges qu'il vous donne, du style, bah, je veux pas de poteau sur mon parvis, et tu te débrouilles pour faire en sorte que... C'est ça. Ouais. Donc lui, il doit déjà respecter pas mal de choses. Le PLU, faire que son bâtiment il soit correct par rapport à tout ce qui est code d'urbanisme. Le PLU, c'est le plan d'urbanisme, Ouais, ça? local. Donc il faut qu'il respecte tout ça pour être dans une enveloppe qui marche bien, tant au niveau de la hauteur que des dimensions par rapport aux limites de propriété. Il y a Ok. beaucoup de choses à absorber. Et après, il a des contraintes euh, par rapport à sa vision, Ouais. qui fait que oui, il nous les dit directement. Ouais. Puis je pense qu'il peut pas, s'il a présenté au client une image et que le client finalement il a 50 000 poteaux C'est ça. sur son image, ça Et va pas le faire, c'est quoi. tout à fait. C'est pour ça que l'image concours que rend l'architecte est très important. Et souvent, en fait, ils rendent des panneaux de présentation avec des perspectives 3D et ils se focalisent sur les points
Ouais, les points que le client veut voir. Ouais, c'est ça. Et puis que lui, sur lequel il accorde beaucoup d'importance. Donc en fait, on va très vite voir si Ouais, il a présenté, comme je te disais, une magnifique salle très, très libre en fait, et qu'on lui met un poteau en plein milieu, ouais, ça ça va va pas le pas, faire, ça quoi. va pas le faire. D'accord. Et comment tu arrives à trouver ces. Je pense que c'est par l'expérience que tu sais que tel porte-à-faux, ça va pas aller, que l'épaisseur de cette dalle-là, ça va pas aller. Ou est-ce que. Enfin, comment tu l'apprends Bah oui, enfin, c'est vrai que c'est un métier qui demande un petit peu de vécu, parce que c'est vrai que c'est avec un peu de recul, on sait un balcon par exemple qui va faire 4 mètres de porte-à-faux, on va commencer à se poser des questions, on va dire bon là on va peut-être avoir un petit problème. Donc c'est avant tout sur le vécu qu'on a Ok, sur d'autres projets qu'on a des ordres de grandeur en tête, ok. et c'est super important ça. Et vous n'avez pas d'abac ou de, je sais pas, enfin, de normes, entre guillemets. Tu dis, style, bah, un balcon de 4 mètres, il faut tel truc, tel truc, tel truc. Non, parce qu'en fait il y a, il y a tellement de manières de faire marcher quelque chose. Par exemple, je te disais un balcon de 4 mètres. Peut-être que si tu le prends vraiment comme une dalle en porte-à-faux, ça va pas marcher. Mais si tu essayes de rajouter des éléments sur les côtés pour faire tenir le balcon d'une autre manière, bah, par exemple, l'exemple de l'arbre blanc, il est parfait. C'est des balcons qui sont très très profonds. Oui, Donc, de prime abord, on se dit ça va pas tenir, ça quoi. marche pas. Mais ils ont trouvé des systèmes de tirants métalliques pour justement équilibrer ces balcons. Ok. Donc en fait, on peut pas se référer à une chose Ouais, ouais, non, cadrée d'accord. en fait. Ok. Il y a toujours des solutions. Après, la technique va à la limite des fois des solutions, Ouais. mais Et du coup et du que coup ça aussi, engendre. voilà, parce il faut tenir un budget, Ouais, pas faire n'importe quoi. ouais, ouais, bien sûr. Et aussi, ça dépend du matériau que tu choisis, aussi, je pense. Ouais, Parce mince, un balcon de 4 mètres en béton est plus lourd, enfin, je crois, hein, oui, oui. qu'en bois, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, nous, on est là aussi pour les aiguiller Ouais, sur les matériaux. Euh, L'avantage du bureau d'études où je travaille, c'est qu'on est capable de répondre sur tous les matériaux. Donc, on peut très bien aiguiller l'archi vers une solution plus béton, ok, bois, pierre, ok. Et euh, ça, c'est dû à quoi? C'est métal. dû aux expériences, du coup, des ingés qui travaillent dans ton agence? Ou est-ce que vous avez des espèces de partenariats avec, pas des partenariats, mais comment dire? Des artisans qui vous aiguillent sur certaines technos ou des trucs comme ça? Non, c'est une volonté quand le bureau d'études a été créé par le fondateur, c'était de faire vraiment tous les matériaux et notamment la pierre massive, qui sont des matériaux voilà, qui sont un peu plus, qui sortent un peu plus de Ouais, l'ordinaire. un peu plus noble aussi, peut-être. C'est ça, ouais. D'ailleurs, j'ai vu, rien à voir, mais j'ai un peu checké ton entreprise et j'ai vu qu'ils avaient fait la maison de la petite enfance à Mogio. Oui, Euh, Ça m'a fait rire parce que ma mère y travaille, enfin, y ok. travaillait. Et depuis tout ce temps, je savais pas que c'était toi. Enfin, peut-être pas toi parce que ça date, mais tu fais partie de ces gens-là, quoi, qui ont construit ce genre de truc. Oui, enfin, Enfin, qui ont étudié ce genre voilà, de qui ont truc. étudié. Mais non, à l'époque, j'étais pas encore dans l'entreprise quand la maison de la petite enfance a été construite. Mais oui, je savais qu'il Ouais, y avait ok. cette référence, notamment. Ok. D'accord, donc t'es quelqu'un qui va passer beaucoup de temps devant un ordinateur à faire des calculs, ou est-ce que beaucoup de temps au téléphone avec l'archi, avec les différents BE? Eh ben, c'est On dur se divise un peu ta de journée. quantifier le temps, mais je pense que oui, je passe entre 60 et 70% de mon temps derrière un ordinateur, quoi, enfin derrière un bureau. Après, il y a des réunions, on fait souvent des réunions de travail avec l'équipe, donc on communique pas mal. Et puis il y a une phase aussi, là je t'ai parlé essentiellement de la partie conception, mais après cette partie-là, il y a la partie exécution, où là on Donc c'est le voit, chantier, c'est voilà, ça? le chantier, où là on a besoin d'aller sur le chantier et d'aller contrôler ce qui se fait, et puis de parler aussi aux gens qui y travaillent pour voir si tout va bien. Ça, c'est une demande de l'architecte que vous veniez aux réunions de chantier, ou alors c'est une obligation d'y aller, ne serait-ce que enfin pour vous, parce que vous avez quand même beaucoup de responsabilités. Oui, en fait, quand on signe un contrat avec le client, par exemple, si on est dans l'équipe de maîtrise d'œuvre,
on a des honoraires pour la mission de conception et on a aussi des honoraires pour des suivis de chantier et des visas sur les plans d'exécution. Ok. Donc ça, c'est normal de le faire. Ok, d'accord. Et est-ce que parfois tu vois des choses qui sont, comment dire, qui te sautent aux yeux, tu dis non mais là il y a un souci, il faut que vous repreniez ça sinon. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur un chantier et que avant de couler une poutre, ils avaient posé le ferraillage à l'envers. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on ferraille une poutre, ce sont des éléments qui sont faits en atelier et qui sont livrés sur le chantier. Et D'accord, ok. et sauf que là, en fait, ils avaient pas, enfin, ils avaient inversé le sens de la poutre. Ok. Donc, heureusement que j'y suis allé avant Qu'ils la mettent. qu'ils coulent le béton, Ouais. parce que sinon, ils allaient couler avec la poutre à l'envers. Ah Donc, ouais. Et là ça aurait pu avoir des conséquences. de fissuration, peut-être plus au cours du temps, oui, parce D'accord. que. Mais je trouve ça hyper dur de suivre un artisan ou des artisans parce que tu vas pas tous les jours. Eh ben non, c'est pour ça Donc est-ce que que, enfin, comment on peut être sûr à 100% que. on peut jamais être sûr à 100%. C'est nous, quand on a ces missions de contrôle, un peu parce qu'il y a aussi le bureau de contrôle qui sert aussi à contrôler ce qui se fait. Ok. Donc, bon, on arrive à aller de temps en temps sur le chantier, mais c'est vrai que c'est de l'échantillonnage. Là, Ouais. j'étais là à ce moment-là. Ouais, c'est bien tombé. Ils auraient pu la faire un jour avant, j'aurais rien vu. Après, c'est vrai que dans le temps, eh ben, ça peut arriver qu'il y ait des sinistres à cause de ça, et on se rend compte, quand on pousse un petit peu le pourquoi du comment du sinistre, bah, que c'est une erreur de mise en œuvre. Ça Mhm. peut arriver aussi que ce soit une erreur de calcul, hein. Ouais. Donc, Ouais, bon, on n'espère pas en tout cas. mais bon, de manière générale, ça se passe bien sur les chantiers, il n'y a pas Ok, de souci à se faire. j'espère en tout cas. J'ai une question qui me vient là. Si un jeune ingénieur structure donc, enfin, veut vers ce métier, est-ce qu'il doit être forcément hyper bon en maths je sais pas, j'exagère un peu le truc, mais c'est les calculs sont plutôt simples ou c'est de la réflexion derrière? Moi, je pense pas que ça soit nécessaire d'être un cadre en maths pour faire ce métier. Faut aimer les maths, hein. Je dis pas le contraire Ouais, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps dans les chiffres, sur des analyses de plus ou moins poussées mathématiques, mais on a quand même un outil informatique qui nous aide beaucoup. Donc, il faut aimer les maths, mais il faut aussi aimer les matériaux, enfin comprendre. Le plus important, c'est les matériaux, comprendre comment ils fonctionnent. OK. Euh, je pense que c'est le plus important Et dans vous mon est-ce métier. que vous avez des espèces de veille, heu, c'est-à-dire sur des nouveaux matériaux qui sont en train de sortir, que vous n'avez pas encore, «palpé» entre guillemets? Est-ce que ça vous arrive de les étudier, d'avoir des échantillons en interne, voir comment ils réagissent à, je sais pas, à certaines contraintes ou ça, c'est vraiment pas du tout votre domaine? En fait, nous, ce qui est un peu dur, c'est qu'on doit répondre à des normes. En fait, il y a des Eurocodes et des DTU, des documents techniques unifiés, qui sont un peu notre Bible et sur lesquels on s'appuie pour pouvoir faire un bâtiment. OK, Quand on a des techniques nouvelles, ça peut arriver qu'on les mette en œuvre sur des chantiers, mais c'est pas nous qui allons les tester. OK, C'est des organismes de contrôle, le CSTB par exemple, qui va tester un mur en terre crue, voir sa réaction au feu. Parce qu'en fait, il y a l'aspect structurel mmh, pur de statique, mais il y a aussi des aspects réglementaires en incendie, en acoustique, etc., qui font qu'il y a besoin de beaucoup de contrôle avant de mettre OK, un matériau sur ouais, le marché. mais c'est plutôt rassurant, quoi, Oui, que qu'on mette pas n'importe quoi, n'importe où et oui, en espérant que heureusement, ça tienne, quoi. heureusement. Si tu devais, donner une qualité à ton métier, enfin, en tout cas, à la personne qui ferait ton métier, ça serait quoi? Euh, je dirais qu'il faut de la rigueur, c'est important. Il faut avoir un bon état d'esprit d'équipe. Parce que, en fait, on travaille jamais seul. Ouais, Moi, je travaille toujours avec un ou deux dessinateurs projeteurs qui vont faire le lien entre mes calculs et les plans qui vont sortir, en fait. c'est dessinateur projeteur, c'est quoi? Est-ce que tu saurais, En fait, le décrire? c'est des gens qui vont faire des plans structure, en fait. Donc, en fait, ils vont prendre les plans de l'architecte et ils vont les transformer en plans structure en prenant en compte toutes les contraintes que,
qu'on aura définies avant, les sections de poutres, les sections de poteaux, Ok. etc. Toi, c'est quelque chose que tu faisais avant Pas de du passer tout, ingénieur ou t'es... Non, pas du tout. t'as jamais... Je suis jamais passé par cette étape-là, mais ça peut arriver que des dessinateurs aussi arrivent avec le temps à Ouais, être ingénieurs parce qu'en fait, ils maîtrisent bien ce qu'ils font et ça ouais, se fait ouais, ouais, naturellement, ouais. quoi. Enfin, il y a pas de cloisonnement, quoi. Et on est vraiment une équipe. Moi, je peux pas travailler sans eux et eux peuvent pas travailler sans un Oui, ingénieur oui, non plus. bien sûr, d'accord. Et est-ce que tu ressens beaucoup de responsabilités quand tu fais un bâtiment? Est-ce que ça te pèse ou est-ce que tu passes outre et tu te dis, en fait, il y a tellement d'intervenants, tellement de... Voilà, t'as le bureau de contrôle, t'as, je sais pas, le BE fluide, tu me parlais. Euh, Même si ces intervenants-là vont pas spécialement regarder ton travail, comment tu gères un peu cette pression, entre guillemets? c'est vrai que les premières années, c- j'y pensais un peu plus, on va dire, un peu plus peur de mal faire les choses. Et puis avec l'expérience, en fait, on arrive à prendre un peu de recul. On essaye de bien faire son Ouais, travail, enfin, on le fait au mieux, et puis ok. on Donc sait que ça va plutôt bien se passer, quoi. ouais, donc t'es assez confiant à chaque fois du travail que tu rends, quoi. Et heureusement, quoi. Oui, oui, après, il y a l'aspect temps, on a beaucoup de projets en même temps, donc on n'a pas forcément autant de temps à allouer à chaque projet, mais on essaye toujours de faire de son mieux, et on sait que... Enfin, moi, je sais que je suis... C'est pour ça que c'est important d'être rigoureux, parce que si on fait quelque chose une fois, faut pas trop y revenir, parce qu'on n'a pas forcément le temps de refaire 6 fois les calculs pour se vérifier. Donc, il Est-ce faut... que, ok, est-ce que comme les archis, parce que j'ai discuté avec une archi, elle a énormément de projets en parallèle, même trop, et parfois en fait, elle peut pas tout faire. Est-ce que vous, c'est pareil, ou est-ce que c'est quand même assez différent d'une agence d'archi ou... Non, c'est un peu pareil, ouais. Ok, C'est un peu pareil, surtout qu'on a des fois beaucoup de projets de conception avec du coup les architectes directement. Et en parallèle, je peux avoir 2 ou 3 projets en exécution, du coup vraiment en lien avec le chantier qui sont beaucoup plus chronophages puisque il faut être vraiment très pointilleux dans les calculs parce qu'il faut sortir le ferraillage. On n'a plus trop le droit à l'erreur à ce stade-là, quoi. ouais, ouais, je comprends, je comprends. Euh, d'accord. Et quel est... euh, en fait, c'est un peu... Quand par exemple je vois l'arbre blanc, je pense tout de suite à l'archi, quoi, qu'il a fait. Est-ce que est-ce que toi, ça te dérange pas que ce soit l'archi qui prenne un peu tout le mérite du truc? Parce que c'est quand même grâce à toi aussi, surtout, que l'édifice tient et que il va tenir dans le temps et que... Je dirais pas surtout, je dirais que je vois ce que tu veux dire en fait, que l'archi prenne plus la lumière en fait Ouais, c'est ça, exactement. que les bureaux d'études techniques. Après, c'est un peu le jeu. L'archi, en fait, c'est l'image de l'équipe. Donc, c'est lui qui communique aussi de manière majoritaire sur le projet. Après, il faut quand même dire que les archis, de plus en plus, ils ont tendance, via LinkedIn ou des réseaux sociaux, à, à taguer et On va mettre à en avant. référencer les bureaux d'études qui les ont accompagnés sur le projet. Donc, Ouais. enfin, ça paraît normal, mais on a un peu plus de reconnaissance sur ce côté-là. Mais c'est vrai qu'avant tout, un bâtiment, ça reste une œuvre architecturale. Donc, j'ai envie de dire, normal que ce soit l'archi Ok. qu'on mette en avant. Mais après, ça n'empêche pas de... Moi, je sais que quand je regarde un bâtiment, je me dis, bon, bah, c'est une super architecture, mais je vais aussi penser Ok. au bureau d'études qui est derrière, quoi. Est-ce que t'as souvent des formations professionnelles où quand tu rentres dans un bâtiment, tu commences à checker est-ce que la poutre est mise au bon endroit, dans le bon sens? Bon, ça, tu peux pas le voir, mais... Non, par contre, oui, une des formations professionnelles, c'est que dès que je rentre dans un bâtiment, je regarde la charpente, si elle est apparente, comment c'est fait, etc. Ça, c'est... Ok. Je peux plus ne plus le faire, en fait. D'accord, ok. Avant, je rentrais dans un bâtiment, je rentrais dans un bâtiment. Là, peu importe le bâtiment que c'est, je vais toujours essayer de regarder comment il a été conçu, en Ouais, fait. ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais, c'est comme il y a quelques vidéos qui passent sur les réseaux où les archis regardent minutieusement une pierre en mode putain, c'est trop beau, alors que la plupart des gens ils s'en foutent, quoi. C'est ça. Donc c'est pareil pour toi. Ouais. Ok, bon, je pense que c'est plutôt clair ton métier et un peu ton ressenti sur le métier. Je te propose qu'on passe un peu hors cadre métier Ok. et qu'on passe un peu à tes passions, tes hobbies. Ok.
Je sais que t'es parti en voyage, en long voyage même. Ouais. T'es parti où? Alors, je suis parti en Amérique du Sud pendant 7 mois. Hop, 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 hop. Merci d'avoir écouté cette première partie, mais j'ai décidé de scinder en deux pour plus de plaisir, évidemment. La seconde partie sera orientée plus vie perso et disponible dimanche prochain à la même heure, 19h. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.